Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine qui émet à partir de Bukavu sur www.svenmediab.info. Nous sommes ici au Sud Kivu. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Adrien Zawadi qui est président, plutôt coordonnateur du bureau de coordination de la société civile. Monsieur Adrien Zawadi, bonjour. Bonjour madame. Donc, vous êtes coordonnateur du bureau de coordination de la société civile ici au Sud Kivu. Alors, nous allons directement dans le vif du sujet. Adrien Zawadi, nous avons tous suivi à Goma le mercredi 18 janvier 2023. La population a marché pour exiger le départ de la force régionale de l'EAC. Comment vous avez analysé cet aspect des choses ? Oui, effectivement, il y a des questionnements au sein de la population congolaise en général, et particulièrement celle du Sud Kivu et du Nord Kivu, quant à la mission et à l'objectif des forces de l'EAC. Nous savons par la bouche de notre président de la République au début que cette force était invitée ici pour chasser les M23, les cantonner à Sabinyo et les rendre et les remettre d'où ils sont venus en attendant. Mais quelle n'a pas été la surprise désagréable de la population de l'Est d'apprendre qu'à l'arrivée de cette force, le général puisse dire qu'elle n'est pas venue pour combattre les M23, mais qu'elle est venue créer des zones tampons. Et voilà. Et la grande question maintenant qui s'en est suivie, c'est ces zones tampons-là, qui sont gérées par qui? Parce que un pays qui vous invite pour l'aider, vous ne pouvez pas créer une zone tampon dans un pays souverain. Et pire, l'M23 dit qu'il ne veut pas entendre il ne veut pas que les FARDC, les forces armées congolaises, qui ont le devoir civique et le devoir légal de protéger l'intégrité de notre pays, l'M23, un mouvement terroriste, dit qui ne veut pas que les FARDC occupent ces espaces-là. Et ça doit inquiéter. Et ça nous a inquiétés. Voilà pourquoi au Nord Kivu, comme au Sud Kivu, des réflexions ont commencé pour dire, alors cette force, ça va être le cheval de Troie par lequel on va balkaniser. Parce que de l'autre côté, on a eu, même s'il s'est rebuffé, on a eu le président Kagame qui a dit qu'il y avait des milliers de réfugiés congolais qui étaient au Rwanda et qui voulaient les mettre ici. Et nous, dans notre tête et dans notre perception, on a compris que ces zones tampons vont donc constituer des zones qui vont occuper ces réfugiés, qu'on ne maîtrise même pas. Et donc, à un certain moment, on va avoir ces réfugiés qui occupent ces zones tampons et après, qui vont commencer à réclamer l'autodétermination d'un peuple pour dire nous ne voulons plus de Kinshasa, voilà, on fasse ce référendum. Et donc, nous, on a dit, c'est inquiétant, il faut mettre la pression sur cette force-là pour que soit elle reste attachée à la mission convenue dès le départ et pas nous dire que dans un pays souverain, ils sont ici sur notre invitation et qu'ils nous imposent des zones tampons. Finalement, les peuples congolais ne veulent pas de la MONUSCO, le peuple congolais ne veut pas de la force régionale. Que veut les peuples congolais? Non, je crois qu'il faut nuancer. C'est dur de dire que c'est pas juste de dire que les peuples congolais ne veulent pas de la MONUSCO parce que nous venons de vivre avec cette MONUSCO depuis 22 ans. Okay. Et ce que nous voulons, même cette force de l'EAC, ce que nous voulons, c'est que ces deux forces-là restent attachées à la mission pour laquelle ils ont été invités ici chez nous. C'était pour ramener la paix. Or, nous savons, 22 ans après, nous n'avons pas la paix dans cette partie du pays. Et on invite une force pour chasser les mouvements terroristes. Mais les mouvements, cette force refuse, ils commencent à cajoler ces terroristes-là en disant... Et puis, plus loin, madame, c'est que depuis que les forces de l'EAC sont là, nous constatons et nous avons l'impression que les M23 gagnent de plus en plus de villages. Et ces villages-là, après c'est quoi? Alors cette force-là est venue faire quoi? Donc nous ne voulons pas que cette force puisse nous amener doucement et avec, je sais pas, doucement, nous imposer la pilule amère. La pilule amère pour nous, c'est accepter la balkanisation de ces pays-là parce que nous n'avons pas été vigilants par rapport à ce qui s'est fait dans notre pays. Alors, la force de l'EAC a été déployée après
les consultations de Nairobi 3, il y a eu une déclaration qui a bien dit qu'elle serait déployée ici. Depuis tous ces temps, pourquoi la population n'a pas réagi? Parce que dans la déclaration, il avait été dit clairement qu'il y aurait une zone tampon et que cette force serait déployée là. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Oui, madame. D'abord, il faut savoir que le Congo est de bonne foi par rapport à tous ses voisins. Le Congo, la République démocratique du Congo est de bonne foi par rapport à tous ses voisins. Mais tous les voisins ne sont pas de bonne foi. Et la deuxième des choses, c'est que déjà, quand on a parlé des zones tampons, rappelez-vous, et vous pouvez revisiter toutes les déclarations, nous avions dit non à ces zones tampons-là. Déjà même plus loin, en juillet, nous avions fait une déclaration où nous avions alerté sur la venue de cette force-là et nous n'étions pas d'accord que cette force puisse venir. D'ailleurs, nous avions proposé à l'époque que s'il y a nécessité que notre pays fasse appel à une force étrangère, qu'il était important de rééditer l'expérience de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui, dans la même circonstance, avait choisi d'inviter plutôt les forces de la SADC. Et les forces de la SADC ont fait ce qu'ils ont fait, nous les remercions pour ça, et elles sont rentrées. Et nous avions estimé que s'il y a nécessité que notre pays invite une force étrangère, il était important de rééditer cette expérience-là, de réinviter les forces de la SADC au lieu d'inviter les forces de la sous-région. Pourquoi? Parce que pour nous, nous supposions que dans l'East Africa Community, nous savions que certains pays sont nos ennemis directs, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, ça c'est connu de tout le monde. Mais en deuxième lieu, d'autres pays sont des bénéficiaires indirects de ce conflit à l'Est. Tenez que tous les biens compris, toutes les ressources comprises dans cette région ici, transitent par ces pays-là. Donc ces pays-là ont des dividendes économiques qu'ils ont à partir de cette guerre ici. Et donc, il n'était pas le bienvenu que ces pays-là puissent venir nous aider à imposer la paix. Troisièmement, nous avons dit qu'il y a certains pays parmi cette East Africa Community, comme le Sud-Soudan. Les Sud-Soudanais ont accepté de balkaniser leur pays à cause de la religion et de la race. Ils donnent, bon, le Nord et le Sud. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Sud-Soudanais n'ont pas su imposer la paix dans leur partie qui a été balkanisée. Alors, quelles leçons de paix vont-ils nous apporter ici? Tous ces éléments-là nous ont amenés à dire déjà à l'époque que nous n'étions pas d'accord avec ces zones tampons-là. Mais les autorités ont essayé de convaincre, disant non, attendez. On a cru aux paroles de nos autorités, mais aujourd'hui, la réalité au quotidien dans les territoires de Rutshuru et dans les Massissi prouve que nos autorités, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'on est en train de vivre n'est pas conforme. Et donc cette force-là risque de nous surprendre et d'être le cheval de Troie par rapport à cette crainte de la balkanisation. Autre chose qu'il faut préciser ici, c'est que, et les gens ne tirent pas trop attention sur ça, c'est que il y a eu une vitesse rapide pour déployer cette force-là. Pourquoi? C'est quand notre pays a acheté des avions de chasse Sukhoi, ces avions ont commencé à bombarder certaines positions, qu'on a vu une mobilisation régionale pour déployer cette force-là. Et les gens ne tirent pas beaucoup attention sur cet aspect des choses. Et on a déployé vite les militaires, jusqu'au point, madame, retenez bien, ils sont arrivés ici sans budget. Je vous apprends, et je ne vous l'apprends pas parce que vous êtes journaliste, vous êtes censé le connaître, qu'il y a seulement 2 semaines, je crois, 2 semaines, qu'ils ont commencé un atelier à Goma pour... Une semaine. Il y a une semaine qu'ils ont commencé un atelier à Goma pour élaborer leur budget. Comment vous avez pu déployer des gens sans budget? Et il y a récemment, je crois que ça a commencé du 16 au 19, que l'EAC a tenu sa conférence à Kigali pour faire une planification de l'exercice en cours. Donc, vous comprenez que l'EAC a déployé des éléments armés chez nous sans budget. Et à côté de ça, il y a un autre élément qui nous tique, c'est que ils ont dit que ils sont une force régionale. Ils ont constitué une force régionale de l'EAC, mais ils ont dit que chaque pays va prendre soin, va prendre en charge ces éléments, ces militaires. Alors la question qu'on se pose, une force régionale, mais chaque pays prend en charge ses militaires. C'est quoi ça? Pourquoi ils ne peuvent pas mettre ensemble les budgets? Et parce qu'on doit aussi savoir ces budgets-là, on met ensemble ces budgets et puis
ces budgets, avec l'équipe de coordination, va prendre tous les militaires de cette force au même pied d'égalité. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des militaires, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes moyens, nous ne voulons pas qu'il y ait des militaires qui sont soit bien traités et que d'autres non moins traités, et ceux-là vont se prendre en charge sur les dos de la population. Et enfin, pour terminer, tous ces éléments qui nous inquiètent, c'est que nous avons refusé la présence des officiers rwandais dans cette force-là. Nous avons refusé, et nous avons, même au Sud Kivu, à Goma, on a marché, au Sud Kivu, nous avons fait des journées ville morte pour dire nous ne voulons pas. Mais, curieusement, nous constatons que dans l'équipe de coordination, d'après les informations que nous avons, dans l'équipe de coordination de cette force, les chargés de communication de cette force, c'est un officier rwandais. Et les chargés de la logistique, semble-t-il aussi, c'est un officier rwandais. Donc, avec ces éléments-là, nous voyons, tout ça nous permet de réunir les idées en disant, il y a anguille sous roche, et si nous, au terme de notre constitution, au terme de l'article 63 de notre constitution, qui nous oblige comme citoyens de défendre l'intégrité de notre pays, aux côtés de nos forces armées congolaises, si nous ne nous levons pas, cette force-là risque de nous surprendre. Parce que quel est l'intérêt que le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda ont besoin que le Congo soit uni? Non, ils veulent faire de ces pays des Balkans. Et je vous renvoie à un livre d'un historien qui s'appelle Joseph Pilipili, et qui a écrit, je crois, à la 311e page, quelque chose, un chapitre sur ce qu'on appelle les projets, la grande corne de l'Afrique. Quand vous lisez ce livre, je crois que ça a été écrit vers les années 90-2000, quand vous lisez ces pages-là, sur le hommage à Pilipili, la corne de l'Afrique avait 3 pays. La Somalie, l'Érythrée et l'Éthiopie. Aujourd'hui, dans les projets américains, on parle de la grande corne de l'Afrique avec 14 pays, dont East Africa Community. Malheureusement, ce qui est tiquant dans ce livre-là, on parle aussi de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'Est de la République démocratique du Congo, c'est un pays? Non. Alors, quand vous voyez tous ces éléments-là, ça signifie qu'on est bien informé, on sait où ça peut nous amener. Et on sent que tous ces pays-là, que ce soit la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, tous ont comme débouché commercial l'Est, avant que ça n'aille à Kinshasa, mais c'est l'Est. Et enfin, l'Est regorge des matières premières sur lesquelles tous ces pays-là lorgnent. Matières premières précieuses. Précieuses, sur lesquelles ces pays-là lorgnent. Et sont tous des commissionnaires des multinationales. Donc, madame, tous ces éléments-là, nous avons dit, on a divisé l'Afrique sans les Africains, mais aujourd'hui, 2 siècles ou 3 siècles après, nous n'allons plus accepter qu'on divise même la RDC sans les Congolais, sans la volonté des Congolais. Voilà pourquoi la population congolaise s'élève pour dire non à cette force-là, elle doit rester attachée à sa mission. Et je voudrais finir par dire qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'on est en train de constater en Afrique, nous constatons aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui une Afrique pour les dirigeants et il y a une Afrique pour les peuples. Ça signifie que les dirigeants aujourd'hui africains peuvent prendre des décisions. Si l'Afrique des peuples ne veut pas, l'Afrique des peuples va refuser la décision des dirigeants. Il y a des cas, vous le savez. Alors, Adrien Zawadi, je rappelle ici que vous êtes coordonnateur du bureau de coordination de la société civile ici au Sud Kivu. Maintenant que nous sommes devant une situation des faits et que la force de l'EAC est déjà installée, elle est bien à Goma, la marche a été reprimée. Que doit-on faire pour que cette force soit reparte d'où elle est venue ou bien qu'elle travaille conformément à sa mission? Oui, madame. Qui se fait mouton, le loup le mange. Je crois que nous avons l'expérience de la MONUSCO où et on ne voudrait pas que cette expérience soit réécrite, soit rééditée. Que nous avons vécu avec la MONUSCO durant 22 ans sans nous ramener la paix, que aussi avec cette force-là, dont on ne connaît pas d'ailleurs les temps,
J'ai appris, j'ai pas suivi ça, mais j'ai appris dans les réseaux sociaux que le président burundais aurait dit que cette force se partira quand le Congo aura sa police, quand le Congo aura son armée. Tout à fait. Alors, c'est quand alors? Donc, ça, c'est. Alors, la deuxième chose, c'est que nous avons l'obligation de défendre notre pays. C'est notre pays et nous avons l'obligation de le défendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout va dépendre de cette force en fait. Si elle veut qu'elle ait la confiance de la population, elle l'aura parce qu'elle aura fait ce pourquoi elle est arrivée ici. Mais si elle ne veut pas avoir Et c'est quoi ce pourquoi elle est arrivée Elle ici? est arrivée ici pour chasser, pour combattre les M23 et les cantonner à un endroit et laisser la population de Rutshuru, de l'Est, de Massissi, de Goma en paix. C'est pour ça qu'elle est arrivée ici, en termes de bon voisinage. Mais si elle change de mission, elle nous aura sur notre route. Parce que notre pays, c'est notre pays. Et je voudrais dire ici que l'expérience et l'histoire que nous avons appris de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui renseignent qu'il n'y a pas eu dans le monde entier aujourd'hui l'armée la plus forte qu'est la population. Donc nous tous, nous sommes bien regardants sur ce qu'elle fait. À un certain moment, nous allons la pousser à rester dans sa mission. Et c'est ça notre rôle et notre constitution nous les reconnaît quoi. Alors, vous parlez de la population. C'est cette population, effectivement, qui a marché. On a vu comment cette marche a été réprimée. Comment vous allez continuer à envoyer la population à la boucherie parce que la police tire? Non, je voudrais qu'il y ait une nuance. Et je crois que vous pouvez encore vérifier ce que je vais dire. C'est que d'abord, la marche a eu lieu. Parce que n'oubliez pas qu'à Goma, le Nord Kivu est en état de siège. Et en état de siège, ce genre de manifestations ne sont pas autorisées. Mais la marche a eu lieu. Effectivement. Ça, c'est la première des choses. Ce qu'on a réprimé, c'est qu'on a autorisé la marche, mais on a interdit le point de chute. Le point de chute par les organisateurs, c'était les gouvernements des provinces. Et les autorités ont dit non, vous ne chutez pas au gouvernement des provinces, vous chutez à la mairie de la ville de Goma. C'est ça. Alors, il y a eu, comme d'habitude, comme les gens tenaient mordicus à aller déposer les mémos au gouvernorat, il y en a eu dans la masse qui ne voulaient pas et qui sont allés contre la volonté. Et c'est ça qu'on a réprimé. Mais je voudrais dire aussi que nous, et la loi le dit, quand on organise des manifestations publiques, il y a des principes qu'on doit suivre et la loi nous oblige à dire l'itinéraire. Et lorsque les autorités estiment que c'est comme ça, je crois que c'est tout ça. Mais la loi, la marche a eu lieu et la pression a eu lieu et le message est passé. C'est ce qui nous importe. Et on va continuer à réprimer, mais nous allons faire passer le message. Depuis 28 ans, je vous rappelle, nous faisons des marches ici pour cette démocratie. On a été bastonné, on a été arrêté, on a été blessé, on a été obligé à l'exil pour cette démocratie. Ça va continuer jusqu'au jour où nos enfants et peut-être nos petits-enfants diront nous avons eu des aînés ou des parents, des arrière-grands-parents qui ont travaillé. La nation arc-en-ciel aujourd'hui, L'Afrique du Sud, il faut le dire, peut nous aider. Oui, l'Afrique du Sud peut nous aider aussi d'exemple. Et d'autres pays, la France avec la révolution de 1880, et tous ces pays-là, les pays qui sont devenus libres aujourd'hui, toutes ces démocraties, l'Amérique avec Martin Luther King, et tous ces gens-là ont accepté de perdre de leur vie pour que ces pays-là deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, nous sommes petit à petit conscients que c'est comme ça. Et il faut accepter, parce que qu'on se batte ou qu'on ne se batte pas, on mourra un jour. Donc il faut mourir pour quelque chose. Et Martin Luther King dit une phrase que j'aime beaucoup et qui m'inspire souvent. Il dit, s'il n'y a pas de bonnes raisons pour lesquelles nous devons mourir, il n'y a pas de bonnes raisons pour lesquelles nous devons vivre. Alors, Adrien Zawadi, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de ces magazines. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas une erreur de votre part que de marcher contre la force régionale, alors que si elle est implantée ici en République démocratique du Congo, c'est par la volonté des autorités? Pourquoi vous ne vous en prenez pas aux autorités compétentes? Ah non. Ne vous en faites pas, ce n'est pas une erreur. C'est plutôt comme population, personne ne défendra mieux notre territoire que nous-mêmes.
et qu'on cesse de nous tromper que les Kenyans peuvent venir accepter de mourir ici mieux que les militaires congolais. Non, personne. Mais c'est seulement qu'en rassemblant les éléments de terrain, nous voyons que cette force-là ne joue pas franc jeu dans sa mission. Et donc, nous devons maintenir la pression sur elle et maintenir la pression sur nos autorités. Mais ça doit être hiérarchisé, organisé. Et c'est ça que nous faisons. Ne vous en faites pas, nous ne mettons pas de côté nos autorités, parmi lesquelles on peut avoir des complices. Lorsqu'on voit les arrestations qu'il y a à la présidence de la République, on sent que donc, la présidence de la République est infiltrée par des gens qui sont à la solde de nos ennemis. Et donc, on ne peut pas aussi, et cela nous donne beaucoup plus de force de dire, notre pays est infiltré jusqu'au plus haut sommet de la nation, de l'État. Et donc, nous allons faire la pression et sur les autorités de Kinshasa qui ne doivent pas signer des accords qui nous mettent, nous la population, en difficulté, mais aussi nous allons mettre la pression sur ces forces-là parce que ça ne va pas, quoi. Alors, un message à la population qui vous suit, vous êtes quand même représentant du peuple, c'est vous qui chapeautez la société civile au Sud Kivu. Un message à la population qui vous suit en ce moment? Le message, c'est de dire, j'en appelle à la population, à la prise de conscience collective et de valoriser les assassinats de nos héros nationaux. Lumumba qui a milité, il a abandonné ses enfants trop au niveau à l'âge le plus bas, mais il a combattu pour l'unité de ces pays. L'unité de ces pays parce qu'il pense que l'unité de ces pays fera la force de ces pays. Et il nous a dit que sans les combats, nous n'aurons jamais l'indépendance dans ces pays. Donc nous devons continuer à nous battre parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on voit les forces étrangères qui occupent notre pays, le monde entier à travers la MONUSCO et maintenant la force régionale, on ne peut pas dire qu'on est indépendant. Donc on doit se battre pour valoriser le sang de Lumumba, le sang versé de Lumumba. Et Kabila, le deuxième héros national, il a dit ne jamais trahir le Congo. Et nous devons, nous la population, par notre attitude d'inertie, nous pouvons être des traîtres. Alors, refusons de trahir notre pays parce qu'en dehors de ces pays, nous n'aurons plus rien. Et j'ai aimé l'homélie de Monseigneur l'archevêque la fois passée à la date de la célébration de cérémonie de ces héros nationaux. Maroy, il a dit, il ne faut pas que nous puissions confondre nos ventres et le pays et le Congo. Il faut qu'on puisse faire un distinguo entre nos ventres et nos pays. Et au nom de nos ventres, ne trahissons pas nos pays. Donc, peuple congolais, au nom de cette constitution que nous avons votée au référendum en 2006, au nom de son article 63 qui oblige chaque citoyen, et je vais dire chaque bon citoyen, à défendre l'intégrité de notre pays, au nom du sang versé de nos forces, de nos vaillantes forces armées congolaises, FARDC, au nom de nos policiers et au nom de nos compatriotes qui ont été tués à Kishiché, qui ont été tués en 2004, en 2013 par les mêmes forces terroristes du M23, nous devons nous lever pour défendre notre pays. Mais dans la non-violence, nous devons nous organiser une résistance populaire non violente parce que nous avons l'intelligence et nous sommes aussi malins pour faire une stratégie non violente qui va libérer notre pays. C'est comme ça que nous allons honorer la parole que nous chantons dans l'hymne national, que nous léguerons ce pays à notre postérité. Mais si demain on nous prend ces pays, qu'est-ce que nous léguerons à notre postérité? Donc, peuple congolais, peuple sud-kivousien, peuple nord-kivousien, levons-nous pour défendre notre pays dans la non-violence active. Voilà, c'est la fin de cette tranche des magazines qui a aujourd'hui reçu Adrien Zawadi. Je rappelle qu'il est coordonnateur du bureau de coordination de la société civile. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Merci pour le travail que cette radio finalement rend à la population congolaise. Je crois que vous faites la fierté de la province du Sud-Kivu. Merci pour les compliments. Ainsi prend fin ces magazines. Écrivez-nous au numéro qui paraît au bas de votre écran www.svenmediab.info. Nous émettons à partir de Bukavu. Mesdames et messieurs, merci et au revoir.